Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite et la fin de votre émission préférée, Regard Oui. croisé. On est avec Komi Valentin Mayaba, Germain Pouli et Gabin Adjao. Ce lundi 7 novembre 2022, s'était tenue à Lomé la première session du dialogue politique entre l'Union européenne et le Togo dans le cadre du nouvel accord. D'importants sujets ont été abordés. Ce dialogue qui a eu lieu au ministère en charge des Affaires étrangères a été présidé par le maître des lieux, professeur Robert Djoussé, et l'ambassadeur de l'UE au Togo, Joachim Tosso. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la région des Savanes, l'impact de la guerre en Ukraine et les mesures de mitigation, le processus de décentralisation et les élections à venir, la gouvernance économique, la lutte contre la corruption dans le pays et le suivi de l'examen périodique universel du Togo. Alors nous, on va s'intéresser surtout à un aspect comme Valentin Mayaba. On commence par vous. Alors l'Union européenne a demandé au gouvernement, invité surtout le gouvernement à lutter contre la corruption dans le pays. Ah oui. Cela veut dire qu'elle existe. Ouais, ben, bien évidemment, vous savez, dans aucun pays au monde, il n'y a pas la corruption. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Sauf que c'est réglé ou ce problème se règle à différents niveaux. Et donc ici, les efforts qu'a effectué le Togo dans la lutte contre la corruption, enfin le terrorisme, parlant de la décentralisation, et beaucoup de sujets ont été évoqués. Mais ici, nous voyons que sur le plan sur le plan de la corruption ou sur le plan de détournement, il y a problème à ce que la justice puisse faire véritablement le travail. Parce que même le partenaire, l'Union européenne aussi a insisté là-dessus, qui mettront justement les moyens, ils mettront les moyens techniques à la justice de pouvoir régler ce problème-là, parce que c'est un des handicaps pour le développement d'un pays. Parce que la plupart des pays qui ont connu aujourd'hui une émergence, qui ont connu un développement à un niveau donné, c'est que cet aspect a été vu et réglé autrement. Aujourd'hui, c'est vrai, au Togo, nous voyons qu'il y a beaucoup d'efforts que le chef de l'État fait avec son gouvernement, même tout l'État en train d'engager des développements, enfin, de prendre des dispositions pour hisser le Togo à un niveau plus haut. Mais ces efforts restent, ma foi, ne voient pas quand même, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel par rapport à ces efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette question de corruption que nous avons toujours dit qu'il faut quand même attaquer ce débat-là, ou ce niveau-là, pour que les gens puissent quand même... Sinon, tous les efforts qui seront effectués par le gouvernement ne seront que mis à nu. Parce que aujourd'hui, dans ce pays, si la question de corruption, c'est une question qui est imminemment très vécue. Et même, il y a des commissions, il y a eu des commissions avant même Aplusia qui a été mise en place pour lutter contre ce fléau-là. Mais aujourd'hui, depuis la mise en place de Aplusia, c'est vrai que Aplusia n'est pas là pour traquer les coopteurs ou les détourneurs ou ceux qui font le détournement des crimes économiques, mais aussi ils font des enquêtes, ils mettent des enquêtes et ils transposent afin qu'ils remettent ça à la justice. C'est à la justice de faire le travail. Depuis longtemps, cette institution-là a travaillé. Et elle est sortie, il y avait une communication qui, ma foi, a fait beaucoup de tollé, a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les médias, et puis même il y a des articles des confrères qui ont coulé dans ce sens, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que les gens attendaient de cette institution-là qui n'a pas marché. Mais aujourd'hui, l'Union européenne revient sur cet aspect pour dire que c'est vrai, nous vous attendons beaucoup plus sur cet aspect de corruption, de détournement et de crimes économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément que ces institutions, ces structures qu'on met en place là puissent faire le travail pour véritablement voir comment est-ce que, à quel niveau le Togo est là par rapport à ce fléau-là, à cette situation. Aujourd'hui, les efforts que le Togo fait, c'est de grands efforts. Vous avez vu même la diplomatie, c'est la première réunion que nous avons connue au Togo.
Et cela voudrait dire que véritablement, on veut avoir des partenaires sûrs pour nous accompagner, pour nous relever sur d'autres plans. Mais tant que ce problème-là n'est pas résolu ou n'a pas trouvé de solution, je pense que nous allons naviguer à vue. Et donc, ça ne peut pas permettre notre pays de pouvoir prendre de l'élan en ce qui concerne le développement. Bon, je pense que ces recommandations qui ont été données par l'Union européenne à ces pays vont être prises en compte pour que nous puissions quand même rentrer dans le champ de cette communauté-là pour pouvoir apporter quand même un appui dans le cadre de ce qu'on appelle le développement, puisqu'ils ont pas en termes de terrorisme, ils sont constants, ils sont conscients. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais on va toujours continuer à appuyer le Togo dans ce sens-là. Sur les plans de la décentralisation, il y a des efforts, je ne reviens pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'actif du Togo. Et aujourd'hui, l'Union européenne voudrait qu'on s'appuyantisse beaucoup plus sur ce qu'on appelle la corruption et le détournement, et que c'est encore comme crime économique. Je pense que c'est rentré dans de bonnes oreilles et que les gens vont prendre en considération pour que nous puissions rimer avec ces institutions-là. Et il y a un aspect également qui a été évoqué, Germain Pouli, le Togo a été félicité pour les mesures prises pour soulager la situation de la vie chère au Togo, mais sur le plan de la corruption, on a mis l'accent sur cela. Cela veut dire que cela gangrène véritablement l'économie du Togo. Oui, c'est pas que l'économie du Togo, c'est à l'échelle mondiale. Il y a des rapports qui disent assez clairement que la corruption fait perdre au pays pratiquement 40% de leur capacité de financer leur développement. Donc, c'est pour ça qu'à l'échelle de l'ONU, il y a une convention sur la lutte contre la corruption à l'échelle de l'Union africaine. Et donc, ces conventions-là sont mises en œuvre dans les pays à travers des stratégies de lutte contre la corruption. Et au Togo, on peut quand même se dire que ça avance un peu, mais beaucoup reste à faire, comme dans la plupart des pays africains. Vous savez qu'il y a une grande ONG allemande qui s'appelle Transparency International, qui essaie de noter les pays, et pratiquement aucun pays africain n'a la moyenne. Donc, nous sommes des pays corrompus. Il y a des pays moins corrompus. Donc, on a à peine 6 pays africains qui sont dans moins corrompus, mais donc c'est pour dire que la tendance est un peu mondiale, mais il faut quand même saluer l'avènement d'un certain nombre de mesures et d'institutions au Togo qui ont amélioré la bonne gouvernance et ont fait gagner un peu plus d'argent au pays en luttant efficacement contre la corruption. C'est déjà la création de l'Office togolais des recettes, par exemple. Je crois qu'en Afrique francophone aujourd'hui, nous sommes une référence par rapport à la mobilisation des recettes. L'OTR fait un travail assez remarquable. Vous vous rappelez, il y a des moments où, quand il n'y avait pas l'OTR, certains douaniers même oubliaient leur salaire à la fin du mois. C'est dire qu'une bonne partie des recettes du pays allait dans les poches des individus. Aujourd'hui, les marges de corruption et d'évasion dans ce cadre-là sont très restreintes. Après, il y a les marchés publics aussi qui sont un domaine dans lequel il y a la corruption, une grande corruption. Bon, aujourd'hui, au sein de l'espace UEMOA, il y a la RMP qui a été mis en place dans tous les pays pour essayer de suivre un peu ces marchés publics. Ça va un peu, même si toutes les recommandations qui viennent de la RMP ne sont pas suivies des faits, parce que après, quand la RMP fait ses rapports, c'est à la justice d'agir. On ne voit pas beaucoup de choses qui se font du côté de la justice. La mise en place du Yapulsia, qui a pour objectif de faire la prévention et la lutte. Donc là aussi, je crois que le Yapulsia fait un travail très remarquable, sauf que les gens croient que son rôle est de traquer, de punir ceux qui sont dans la corruption, mais pas du tout. Après, les rapports sont faits, il appartient aux autres institutions donc de prendre les dispositions. Je pense que c'est à ce niveau que l'Union européenne invite le gouvernement à faire un peu plus. Mais après,
C'est un appel aussi qui nous concerne tous. Hein. Vous savez que nous sommes tous des acteurs, peut-être à des échelles plus bas, mais de cette corruption-là, parce que chaque citoyen qui va dans un bureau, qui fait un geste à un fonctionnaire pour faciliter un certain nombre de choses, chaque citoyen qui est en pleine circulation tend un billet dans la paume de main enfermé à un policier parce qu'il n'est pas en règle, participe. Le qu'on dise que c'est le policier, mais c'est l'usager de la route aussi qui est également un acteur. Et nous sommes aussi acteurs de cette corruption parce que dans nos sociétés, on a comme l'impression que quand on est à des postes de responsabilité, il faut qu'on s'enrichisse. Et quand vous avez un parent qui occupe un poste qui est pauvre, vous trouvez ça anormal. C'est comme si vous le poussez même à aller à s'enrichir. Voilà, donc quelque part, il faut que ces mentalités-là changent. Il faut que des actions de sensibilisation sont menées parce que justement, comme je l'ai dit au départ, c'est parce qu'il y a la corruption que pratiquement 40% des États n'arrivent pas à mobiliser. C'est presque 40% du budget. Ça correspond un peu à l'aide que nous attendons des institutions comme le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et tout ça qui viennent avec des appuis budgétaires. Donc en interne, si on lutte contre cette corruption, on peut financer nos projets, on peut financer nos budgets. Donc ça reste quand même un combat collectif et on espère que le gouvernement va faire un peu mieux que ce qu'il fait déjà, même si la tendance est mondiale. Sur le plan des réformes économiques, aujourd'hui, le Togo a pris le devant. Il a même été classé meilleur réformateur africain. Et sur le plan mondial aussi, il est bien présenté. Donc, dans cette lutte contre la corruption aussi, si des efforts supplémentaires sont consentis, d'ici 5-10 ans, peut-être qu'on va figurer sur la liste des pays qui font un amende honorable et dans lesquels la corruption est moins avancée. Alors, Gabin Adjao, vous, quel regard vous jetez sur l'invitation de l'Union européenne? C'est une belle invitation, mais je pense que les autorités togolaises avaient déjà pris le pouls de la situation, puisque l'année dernière, le classement de l'IPC, l'indice de perception de la corruption, nous avait classé à la 134e position sur 195 pays, et en 2022, nous sommes à la 128e position. Ça veut dire qu'il y a eu un bond de 6 rangs. Le Togo aujourd'hui a eu un bond de 6 places. Hein. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait et on ne peut pas occulter cela. Le grand frère Germain vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Beaucoup de personnes ne connaissent pas véritablement la mission qui est assignée à la Rapucia et lui confier plutôt d'autres missions, alors que la Rapucia, sa mission c'est de pouvoir faire des relevés, c'est de pouvoir relever des situations et de les confier ensuite à la justice. Maintenant, c'est aux autorités judiciaires de pouvoir faire le reste du travail. Si les autorités judiciaires n'arrivent pas à faire traîner ceux-là qui ont commis des actes délictueux au niveau économique. Donc Rapucia a fait son travail, vous voulez dire? Bien sûr. Le reste revient à la justice togolaise. Même la RMP aussi fait son travail. Oui, la preuve est qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été transmis par Rapucia devant les tribunaux. Mais jusque-là, il n'y a pas eu un appel de la part de ces tribunaux-là. Ça veut dire que le problème, c'est au niveau des autorités judiciaires, pas au niveau de Rapucia, même s'il y a des choses à améliorer. On se souvient très bien qu'il y a eu des parutions dans certains journaux la fois dernière, et Rapucia, lors de congrès à Palimé, avait carrément fustigé les journaux qui ne l'associent pas à ce genre de déclaration. Certes, il y a des choses à corriger, mais je pense que Rapucia est en train de faire son travail et le gouvernement a pris le pouls de la situation depuis un certain moment, et la lutte contre la corruption, ça se rétrécit au fil du temps. Ce qu'on constatait avant, ce n'est véritablement plus ça. Hein. Moi, je me souviens très bien que j'allais chez un douanier pour faire mes études quand j'étais en classe de 3e. C'était dans un passé lointain. J'étais en classe de 3e chez un douanier. Je fais du travail de groupe avec ses enfants. Et quand il arrive, on se bouscule tous pour aller laver sa voiture, parce que quand tu laves sa voiture, tu peux ramasser des tas de billets, des tas de pièces. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je pense que le gouvernement est en train de véritablement lutter. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à laver sa voiture? Non, aujourd'hui, je ne peux plus laver sa voiture.
parce qu'il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite, mais c'est quand même à féliciter ce qu'est en train de faire le gouvernement. Et il faut faire beaucoup plus parce que la 128e place ne nous honore pas. Il faut aller beaucoup plus loin et quand même arriver à amasser assez de revenus pour l'émergence tant souhaitée par nos autorités pour le Togo. Alors, comme Valentin Mayaba, selon vous, dans quel secteur cette lutte doit être d'une manière acharnée au Togo? Le plus souvent, ce n'est pas seulement un seul secteur, dans pratiquement beaucoup de secteurs, il y a à revoir. Mais le gros problème ici, c'est la justice. C'est la justice. On a mis beaucoup de moyens pour réformer cette justice, mais aujourd'hui, nous ne voyons pas grand-chose. On a mis les pavés. Donc bon, voilà, on a eu des moyens, mais aujourd'hui, nous ne voyons que des décors. Mais le fond même n'est pas encore décrypté. C'est le véritable problème. Parce que quand un pays veut atteindre un niveau de développement, il faut vraiment qu'on ait une justice. C'est vrai, ce n'est pas seulement au Togo, qu'on ait une justice qui soit une justice qui n'est pas inféodée ou une justice qui est une justice impartiale. Mais ce n'est pas ce que nous constatons souvent. Il y a certaines affaires, même si vous prenez sur le problème sur le foncier actuellement, c'est un gros dossier. Vous arrivez là-bas, ça fait enrichir que des magistrats font beaucoup de moyens et au détriment de la pauvre population. Actuellement même, il y a un problème qui est pendant par rapport à l'expropriation des terres au niveau de la plateforme industrielle. Justement. Et donc, actuellement, ce dossier, c'est un problème, c'est un dossier pendant. Alors que nous avons appris que, même on a eu vent, ou même j'ai été acteur d'un problème que nous avons tenté d'aller comprendre les sources du problème au niveau supérieur. Nous avons posé des questions, les réponses qu'on nous a données, nous savons. Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le gros problème pour lutter contre cette corruption reste au niveau de la justice. Nous allons créer des structures, des institutions ici pour lutter contre la corruption. Tant que la justice ne fait pas son travail, un matin, Michel, ce n'est pas toi qui vas aller taper du toit sur la femme pour qu'on dise prenez quelqu'un parce qu'il a fait ceci. Non, seul celui qui peut le faire matin, peut-être c'est le chef de l'État. Il a ce pouvoir. C'est vrai qu'au-delà de tout... Pas du pouvoir judiciaire. Non, quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on transmet le dossier, ce que je voulais dire, quand on transmet le dossier... C'est même pas son boulot. Je ne refuse pas. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire quand on transmet un dossier à la justice et qu'à un moment donné, on sort les résultats de cette justice-là, il peut prendre. Quand vous prenez le président Talon, il en fait. Quand vous prenez en Côte d'Ivoire et l'autre Ouattara, il en fait. Il traque des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on constate que ça a été visible, il prend des décisions, oui, ou bien il demande à ce que, puisque quand on dit c'est le chef de la magistrature suprême, voilà, donc ça veut dire qu'il peut user de ces prérogatives-là pour agir sur certains dossiers, mais pas pour prendre la place de la justice. C'est de ça que je parle. Donc ici, nous disons que ce n'est pas le chef de l'État qui va sortir un matin pour dire que attrapez-moi celui-ci parce que... Mais vu les enquêtes qui ont été diligentées et déposées, il peut chercher à voir clair là-dessus. Même si on n'arrive pas même à démanteler ces réseaux-là, il peut chercher à ce que les dossiers soient élucidés pour prendre ces genres de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je dis que aujourd'hui, le gros problème, c'est la justice. Et que si cette justice-là n'a pas quand même la capacité, les coups de franche pour faire le travail comme cela se doit, on risque de végéter peut-être dans les travers où nous n'allons pas nous en sortir par rapport à ce dossier grotesque dont nous sommes en train d'en parler. Mais je suis sûr qu'avec les recommandations, si nous voulons nous situer dans la marge des pays qui vont sortir ou qui vont grandir en ce qui concerne le développement et tout ce que nous avons comme partenaire aujourd'hui, je crois que ça peut nous permettre d'aller de l'avant parce que l'Union européenne l'a félicité, les efforts sont à un niveau donné. La corruption, on le dit souvent, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un processus. On essaie de gérer cas par cas pour pouvoir atteindre un niveau où nous sommes en train de vouloir arriver. Mais bon, le Togo fait des efforts, certes, mais il en reste beaucoup parce qu'en termes de corruption, il y a des dossiers sur lesquels on doit jouer pour que ça puisse donner de la joie à la population. Alors, Germain Pouli, même question à vous. Quel secteur, au pluriel,
le Togo doit viser? Parce qu'après, l'UE va faire les constats. Ah Oui, oui, il y a constats. plusieurs secteurs. Et déjà, on se félicite du fait que l'UE met un accent particulier sur la modernisation de la justice. L'UE a investi plusieurs centaines de milliards pour accompagner le Togo dans la modernisation de la justice. C'est-à-dire qu'elle attend quelque chose de cette justice. Et là, quand on parle de corruption, dans l'UAPULSIA ou la RMP ou toute autre structure, la Cour des comptes et tout ce qu'on a mis comme structure pour veiller à la bonne gouvernance, on voit des rapports. Il appartient à la justice de faire son travail. Mais les gens, c'est comme ce que disait le confrère tout à l'heure, les gens attendent que ce soit le président qui traque les gens. Mais le président, il y a eu séparation des pouvoirs. Lui, il est au niveau de l'exécutif. Mais quand on vient remettre un dossier au président, on demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est au président de dire de les traquer? S'il le fait, ça ressemblera à ce qui se fait aujourd'hui au Bénin et en Guinée. On va dire que le président a créé une cour et il prend des gens qui n'aiment pas, qu'il envoie juger. C'est-à-dire que c'est comme celui qui choisit les gens qui doivent être jugés. Et donc c'est quelque chose d'assez pernicieux et dangereux. Ailleurs, le président a pris sur eux de le faire en créant des cours spéciales. Mais après, on dit que c'est des présidents qui envoient leurs opposants en prison, les gens en difficulté dans leur parti, ils les envoient. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on envoie cette prérogative-là au président. C'est à la justice, il nous faut des procureurs qui ont pour responsabilité de défendre la société, d'avoir le courage de conduire certains dossiers. Après, si on les forme, on a revu les textes, on a formé les magistrats, on a créé des tribunaux, on a spécialisé les gens, on a tout fait pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Maintenant, revenons même à la justice elle-même. La plupart des affaires qui vont devant les tribunaux et les cours, ce sont les affaires liées au foncier. Mais là encore, on nous parle de la corruption dans ces affaires. Les acteurs judiciaires, que ce soit des avocats, des juges et tout ça, sont concernés par ces affaires qui sont plus pratiquement le 3/5 au moins des affaires devant les tribunaux concernent le foncier. Est-ce qu'on est satisfait de comment ce travail est fait? Par moments, on assiste à des mutations, on change des juges, on fait des nominations, c'est vrai, ça ressemble à des sanctions, mais même l'appareil judiciaire même a des choses à se reprocher. Donc, après, comme je l'ai dit, c'est pas que les juges. Comme je vous disais, peut-être si tu as un frère juge qui est pauvre, tu lui diras, mais toi, tu es quel juge et tu n'as rien, les autres juges sont riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux lui dire d'utiliser sa position pour se faire de l'argent. Tu as un frère qui travaille dans une administration, mais tu ne vas pas, celui qui était là avant toi, ce poste, il a tel nombre de maisons, il a ceci, cela. Donc, vous voyez un peu, bon, après, nous sommes tous responsables, mais je crois que c'est à la justice de nous sortir beaucoup plus de cette affaire. Il faut quand même qu'on sente qu'il y a une répression qui a commencé sur les délinquants financiers et qu'on se dise, il faut faire attention parce que ça peut nous rattraper. Donc, aujourd'hui, on assiste à des sanctions, mais qui ne passent pas forcément par la justice. Il y a aussi des sanctions qui passent, par exemple, à la RMP au niveau des marchés publics. Il y a des sanctions qu'ils infligent aux gens, aux entreprises qui sont suspendues, qui ne peuvent pas prendre part à des appels d'offres pendant une certaine durée et tout ça. C'est déjà ça pour évoluer parce que c'est principalement les secteurs dans lesquels il y a beaucoup de milliards qui circulent, mais après il y a la petite corruption aussi, c'est les 500, les 1000 francs, les 2000, les 10 000 qui circulent. Et nous sommes tous acteurs de cette corruption-là, et quand on totalise, c'est beaucoup de milliards à la fin. Allez, chers amis, on est presque au terme. On va faire l'exercice aussi des cartons, ou bien quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, bon, moi je vais juste ajouter un petit truc en quelques secondes seulement. Allez-y. Pour dire que, au fait, quand nous avons décrypté cet aspect de la corruption, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, on le disait, c'est une justice en principe qui doit être une justice indépendante, qui ne doit pas être inféodée ou peut-être sous les ordres. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a certains juges ou certains magistrats qu'on nomme qui ne font pas le boulot.
mais sont toujours restés parce qu'eux aussi sont imbibés dans ce que nous appelons la corruption. Donc, dans tous les cas, moi je voudrais, c'est un souhait, que pour que l'appareil judiciaire puisse retrouver ses lettres de noblesse, il va falloir penser à une alternative. L'alternative, c'est laquelle? C'est de faire croire ou de penser qu'à un moment donné, dans votre appareil, même au niveau de la justice, là-bas, quand vous rentrez, vous allez voir qu'il y a certains juges qui sont décriés par les siens. Parce que ce qui fait, personne ne peut le dénoncer ou toute autre chose. Donc, à un moment donné, il faut que la communication qui sort autour de la justice, là, qu'elle soit une communication qui puisse être prise en compte par ceux qui sont en charge de faire cette réforme-là pour véritablement penser à une réforme juste et paisible. Maintenant, quand il faut donner un carton, je vais donner un carton en même temps, un carton vert à qui? À une personnalité haut de gamme, parce que qui a su nous soutenir dans notre action de la J7, qui est le colonel Didier Tcha, qui est inspecteur principal des douanes, qui nous soutient et de coup de tambour dans notre association pour que cette association puisse aller de l'avant. Je lui jette des fleurs, en même temps demander à ce que les gens puissent accompagner le processus, parce que c'est une lutte qui concerne tout le monde et nous avons le devoir de tout faire pour y arriver. Gabin Adjao. Oui, j'aimerais placer un dernier mot quand même sur l'aspect de la corruption et dire que c'est tout le monde qui est impliqué. Hein. Ça commence depuis la base, même les chauffeurs qui donnent les 200 sur les routes. C'est très important d'arriver à résoudre ce problème-là. Et ça commence depuis la maison. Il va falloir que la Raplicia et les autorités judiciaires quand même arrivent à communiquer beaucoup plus. Et j'aimerais encore adresser un message au président Abdoulaye Yaya, qui avait quand même parlé de ces problèmes de gros bras là, mais ça continue toujours. Il va falloir qu'il arrive à taper du poing sur la table pour que cette histoire là puisse s'arrêter. Et mon carton vert s'adresse aux journalistes et aux animateurs de New World TV, parce que je reçois quand même des échos très 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 positifs de tous les pays. Si je dis de tous les pays, ça veut dire la France, la Suisse et l'Allemagne. Et il y a beaucoup de personnes qui vous suivent là-bas et qui vous félicitent parce que vous faites du très bon boulot. Merci beaucoup, Germain. Oui, j'allais décerner le même carton à New World TV, surtout que nous sommes dans le mois du démarrage du mondial. Du mondial, et c'est une prouesse donc d'une télévision africaine d'avoir réussi ce pari-là, et donc vous qui travaillez ici, et la direction et tous les promoteurs de cette chaîne, on vous félicite et on vous souhaite bonne chance pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup à vous, chers amis, chers confrères. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, comme Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium et président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Merci également à vous, Gabin Adjao. On se retrouve ensemble. À très bientôt.